Êtes-vous entouré de vampires émotionnels qui aspirent votre énergie? Il est temps d'ouvrir les yeux. Les gens qui font certaines choses ne méritent pas une once de votre respect ou de votre confiance. Ils sabotent votre paix et brisent votre tranquillité. Plus besoin de tolérer les attitudes toxiques et destructrices. Allons droit au but et exposons les 10 actions qui révèlent qui est vraiment indigne d'être à vos côtés. Voici un mot d'avertissement. Si vous tenez à votre intégrité et recherchez un mode de vie stoïque, vous devez connaître et éviter ces personnes qui méritent vraiment d'être dans votre vie. Préparez-vous à la vérité nue. 1. Mensonge constant. Le mensonge est comme un poison à action lente qui contamine tout ce qui l'entoure. Les fausses personnes sont passées maîtres dans l'art de porter des masques et de changer de personnalité à leur convenance. Ils vous disent ce que vous voulez entendre devant vous et vous poignardent dans le dos dès que vous vous retournez. Ce comportement est l'antithèse du stoïcisme qui valorise l'authenticité et la vérité par-dessus tout. Les stoïciens, tels que Sénèque et Marc Aurèle, soutenaient que la vertu est le seul vrai bien. Le mensonge est un vice qui corrompt l'âme. Quand quelqu'un agit faussement, il trahit non seulement les autres, mais aussi lui-même. C'est s'éloigner de la nature rationnelle qui nous définit en tant qu'êtres humains. Regardez bien, les fausses personnes ont souvent des opinions qui changent avec le vent. Aujourd'hui, ils sont d'accord avec vous. Demain, ils vous critiquent pour faire plaisir à un autre groupe. Leurs paroles sont vides, leurs éloges sont calculés et leurs sourires cachent des arrière-pensées. Ils manipulent les situations et les gens pour obtenir un avantage. Quelle que soit la trace de destruction qu'ils laissent, le mensonge se manifeste dans de petits détails. Des promesses non tenues, des histoires exagérées, des mensonges innocents qui s'accumulent. Ces personnes créent des personnages différents pour chaque environnement qu'elles fréquentent, se perdant dans leurs propres inventions. Au travail, ils sont d'une certaine manière, avec la famille d'une autre, avec des amis, ils prennent une personnalité complètement différente. Le stoïcisme nous apprend à vivre selon la nature, et rien n'est plus contre nature que le mensonge. Une personne fausse est incapable de cultiver la tranquillité intérieure, ataraxie, si chère aux stoïciens, parce qu'elle vit dans un conflit interne constant. Comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un qui n'est même pas capable d'être honnête avec vous? Le mensonge se révèle également dans l'incapacité d'admettre ses erreurs. Les fausses personnes ont toujours des excuses toutes prêtes. Elles blâment toujours les autres. Elles n'admettent jamais leurs fautes. Cela va à l'encontre du principe stoïcien de la responsabilité personnelle. Pour les stoïciens, reconnaître et corriger ses erreurs est un élément fondamental de la croissance morale. Ne perdez pas de temps avec ceux qui n'ont pas le courage de montrer leur vrai visage. Ne faites pas confiance à ceux qui changent d'avis en même temps qu'ils changent de vêtements. Ne respectez pas ceux qui ne respectent pas la vérité. Le mensonge est incompatible avec une vie vertueuse et équilibrée. Épictète a dit « J'aimerais mieux être le dernier des hommes que le premier parmi les hypocrites ». La sagesse stoïcienne nous enseigne à valoriser l'authenticité plutôt que les apparences. Les fausses personnes peuvent obtenir des avantages momentanés, mais elles ne connaîtront jamais la véritable paix intérieure qui vient de l'intégrité. Éloignez-vous de ceux qui vivent des apparences. Ne laissez pas le mensonge des autres polluer votre poursuite de la vertu. Restez fidèles à vos principes et valorisez ceux qui ont le courage d'être authentiques, même lorsque ce n'est pas pratique. Le mensonge peut impressionner temporairement, mais seule la vérité résiste à l'épreuve du temps. La fausse personne est comme un acteur sur une scène perpétuelle, incapable d'enlever son masque même lorsqu'il est seul. Cette dissociation entre l'apparence et l'essence crée un vide intérieur qui ne sera jamais comblé. Les stoïciens comprenaient que la paix de l'esprit provient de la consonance entre les pensées, les paroles et les actions. Le mensonge brise
Cette harmonie créant une dissonance interne qui corrode l'âme. Remarquez comment les fausses personnes changent souvent leurs valeurs et leurs principes en fonction de la situation. Il n'y a pas de cohérence dans leur vie, seulement de l'opportunisme. Ils sont incapables de maintenir de vraies amitiés parce que les relations authentiques exigent de la vulnérabilité et de l'honnêteté, des qualités qu'ils ne possèdent pas. Le mensonge est également révélé dans le langage corporel. Faites attention aux yeux qui ne retiennent pas le regard, au sourire qui n'atteint pas les yeux, aux gestes exagérés qui tentent de compenser le manque de sincérité des mots. Le corps ne ment pas, même quand la bouche le fait constamment. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, a enseigné que nous devons vivre en harmonie avec la nature universelle. Le mensonge est une rébellion contre cette nature, une tentative ratée de créer une réalité alternative basée sur des illusions. C'est un chemin garanti vers la souffrance, tant pour ceux qui le pratiquent que pour ceux qui en sont victimes. Lorsque vous permettez à de fausses personnes de rester dans votre vie, vous approuvez tacitement leur comportement. Il dit que le mensonge est acceptable. Les stoïciens nous enseignent que nos choix définissent notre caractère. Choisissez la vérité, même quand elle fait mal. Choisissez l'authenticité, même si cela coûte. 2. Une arrogance aveugle. L'arrogance aveugle est le cancer du caractère qui dévore toute possibilité de croissance. C'est l'attitude de ceux qui se croient supérieurs à tous, incapables de voir leurs propres limites. L'arrogant vit dans une bulle d'auto-illusion, persuadé que ses opinions sont toujours les meilleures, ses décisions toujours les plus correctes et ses connaissances toujours les plus profondes. Cette position est tout le contraire du stoïcisme, qui prêche l'humilité et la reconnaissance constante de nos imperfections. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations: « Il est ridicule de ne pas essayer d'éviter ses propres vices, ce qui est possible, tout en essayant d'éviter les vices des autres, ce qui est impossible. » La personne arrogante fait exactement le contraire. Elle est incapable de voir ses propres défauts, mais elle est experte pour souligner les défauts des autres. L'arrogance aveugle se manifeste par le mépris de la connaissance d'autrui. Ces gens interrompent constamment, disqualifient les opinions différentes et traitent avec dédain ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. Peu importe l'expérience ou les connaissances que vous avez sur un sujet, l'arrogant pense toujours qu'il sait mieux. Ils sont incapables de dire « je ne sais pas » ou « je pourrais me tromper ». Autres des phrases qui, pour les stoïciens, sont des signes de sagesse et non de faiblesse. L'arrogant rejette les critiques et les conseils, même lorsqu'ils sont constructifs. Toute suggestion est considérée comme une attaque personnelle. Cette résistance au feedback est fatale au développement personnel. Les stoïciens comprenaient que la croissance morale dépend de notre capacité à reconnaître les erreurs et à en tirer des leçons. Sénèque a dit « Tant que nous vivons, nous devons apprendre ». L'arrogant, cependant, croit qu'il sait déjà tout ce qu'il doit savoir. Remarquez comment les gens arrogants traitent ceux qu'ils considèrent comme inférieurs, serveurs, nettoyeurs, assistants. La vraie nature d'une personne ne se révèle pas dans le traitement qu'elle réserve à ses égaux, mais dans la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent pas l'offrir en retour. L'arrogant est inféodé à ses supérieurs et tyrannique à ses subordonnés, une incohérence morale que les stoïciens méprisaient. L'arrogance se manifeste également dans l'incapacité de célébrer le succès des autres. L'arrogant minimise les réalisations des autres et exagère les siennes. Lorsqu'un de ses proches accomplit quelque chose de significatif, la personne arrogante change rapidement de sujet ou trouve à redire à l'exploit. Cette posture révèle une insécurité déguisée en supériorité. Les stoïciens valorisaient la cosmopolis, l'idée que nous appartenons tous à la même communauté humaine. L'arrogance détruit ce concept en créant des hiérarchies artificielles basées sur des critères superficiels. Les arrogants s'isolent dans leur supériorité supposée, perdant le lien authentique avec les autres. Ne faites pas confiance à ceux qui se mettent sur un piédestal. Ne respectez pas ceux qui manquent de respect aux autres parce qu'ils pensent qu'ils sont meilleurs.
L'arrogance est un signe de faiblesse intérieure déguisée en force. Comme l'a dit Épictète, il est impossible d'apprendre ce que nous pensons déjà savoir. Les arrogants sont condamnés à la stagnation. La vraie force, selon le stoïcisme, réside dans la capacité de reconnaître nos limites et de travailler continuellement pour les surmonter. Il est assez humble pour apprendre de tout le monde, quelle que soit sa position sociale. C'est dans la compréhension que la connaissance est infinie et que notre capacité d'appréhension est limitée. Restez à l'écart de l'arrogant. Ils sont incapables de pousser et entraveront leur croissance. Recherchez des personnes qui allient confiance et humilité, qui ont la confiance nécessaire pour admettre ce qu'elles ne savent pas, et la curiosité d'en apprendre toujours plus. L'arrogance aveugle est souvent une compensation pour de profondes insécurités. Le vrai sage, comme l'enseignaient les stoïciens, n'a pas besoin de proclamer sa sagesse, mais elle se manifeste naturellement dans ses actes. Ceux qui ont constamment besoin d'affirmer leur supériorité révèlent en fait leurs doutes sur leur propre valeur. Observez comment les arrogants réagissent. Lorsqu'ils sont vaincus ou contredits, colère disproportionnée, déni de la réalité, attaque personnelle. Ces réactions émotionnelles incontrôlées contredisent directement l'idéal stoïcien de l'équanimité face aux circonstances. La personne arrogante est esclave de son propre ego gonflé, incapable d'accepter qu'elle n'est pas le centre de l'univers. L'arrogance se manifeste également dans l'incapacité de demander de l'aide. La personne arrogante préfère échouer seule plutôt que d'admettre qu'elle a besoin des autres. Cette position va à l'encontre de la nature sociale de l'être humain tant soulignée par les stoïciens. Personne n'est une île. Nous dépendons tous les uns des autres. Refuser de reconnaître cette interdépendance n'est pas de la force, c'est de la folie. L'arrogance se cache souvent derrière des titres, des possessions matérielles ou des réalisations passées. Utilisez ces éléments extérieurs comme boucliers pour éviter le véritable travail interne de connaissance de soi et d'amélioration de soi. Les stoïciens nous enseignent que la valeur d'une personne ne réside pas dans ses possessions ou ses titres, mais dans son caractère. Chrysippe, l'un des grands penseurs stoïciens, a souligné que la vertu consiste à vivre selon la nature et la raison. L'arrogance est contraire à l'une et à l'autre. Elle nie notre nature faillible et rejette la raison qui voudrait nous montrer nos limites. C'est un vice qui contamine toutes les vertus, transformant le courage en témérité, la justice en tyrannie, la tempérance en rigidité. 3. L'envie destructrice. L'envie destructrice est une émotion corrosive qui consume ceux qui la ressentent et nuit à ceux qui en sont les cibles. Il ne s'agit pas simplement de désirer ce que l'autre a, mais de souhaiter que l'autre n'ait pas. C'est le ressentiment pour le succès des autres, l'incapacité à célébrer véritablement les réalisations des autres. Cette émotion toxique est complètement contraire aux principes stoïciens de justice universelle et de bienveillance. Les stoïciens classaient l'envie comme une passion négative, une émotion irrationnelle qui trouble la tranquillité de l'âme. Sénèque l'a décrit comme un ulcère de l'âme qui se corrode de l'intérieur sans apparemment présenter de symptômes externes. L'envieux souffre doublement, de la douleur de voir l'autre prospérer et de la honte de ressentir une émotion aussi mesquine. Remarquez comment les envieux déguisent leur ressentiment par des critiques apparemment constructives. Félicitations, et pour la montée, mais vous savez que vous aurez beaucoup plus de responsabilités, n'est-ce pas? Ou refroidissez votre nouvelle voiture, mais elle devrait consommer beaucoup de carburant. Ces commentaires apparemment inoffensifs sont de minuscules aiguilles qui révèlent une incapacité à simplement célébrer le bonheur des autres. L'envie destructrice se manifeste dans la tentative constante de diminuer les réalisations des autres. L'envieux trouve toujours un « mais », pointe toujours un défaut, relativise toujours la réussite des autres. Il ne peut pas louer sans réserve, il ne peut pas admirer sans ressentiment.
Cette attitude mesquine révèle un caractère faible, incapable de reconnaître le mérite là où il existe. Les stoïciens nous enseignent que nous devons juger les choses par leur valeur réelle et non par leur valeur comparative. L'envie naît précisément de cette comparaison constante, de cette compétition imaginaire où le bonheur de l'autre est perçu comme une menace pour le sien. Marc Aurèle conseillait « Ne vous laissez pas déranger par l'imagination de toute votre vie à la fois, mais seulement du présent. L'envieux vit dans un mécontentement perpétuel, incapable d'apprécier ce qu'il a, parce qu'il est obsédé par ce que les autres ont. Cette fixation sur l'extérieur empêche le développement de l'autosuffisance intérieure, autarkeia, si chère aux stoïciens. Comment une personne peut-elle trouver la paix lorsque son bien-être dépend du fait que les autres ne vont pas bien ? L'envie destructrice se cache souvent derrière une façade de justice sociale ou de préoccupation morale. Il ne mérite pas ce succès, ou elle ne l'a eu que parce qu'elle avait des privilèges. Bien qu'il existe de réelles inégalités qui méritent d'être combattues, l'envieux utilise ces justifications non pas pour promouvoir un changement positif, mais pour nourrir son propre ressentiment. Ne faites pas confiance à ceux qui ne peuvent pas célébrer sincèrement leur victoire. Ne respectez pas ceux qui essaient de diminuer les autres afin de paraître plus grands. L'envie révèle une mentalité de pénurie, la croyance erronée qu'il y a une quantité limitée de succès et de bonheur dans le monde, et que le triomphe de l'un signifie nécessairement la défaite de l'autre. Épictète a enseigné que nous ne devrions nous concentrer que sur ce qui est sous notre contrôle. Le succès des autres n'est pas sous notre contrôle et ne devrait pas non plus être l'objet de nos préoccupations négatives. Le sage, selon le stoïcisme, se réjouit du bien des autres comme s'il s'agissait du sien, parce qu'il comprend que le bien de l'un est le bien de tous dans la grande communauté humaine. L'envie destructrice se révèle également dans les commérages malveillants, le plaisir secret dans l'échec des autres, Schadenfreude, et la tendance à saboter subtilement les autres. Ces attitudes mesquines sont incompatibles avec une vie vertueuse. Les stoïciens valorisaient la magnanimité, la grandeur de l'âme qui permet au mérite d'être reconnu et célébré où qu'il se trouve. Remarquez comment les envieux se victimisent souvent. Pour justifier leur ressentiment, ils créent des récits dans lesquels ils sont toujours les lésés, toujours les méritants, qui n'ont pas reçu la reconnaissance qu'ils méritent. Cet apitoiement chronique sur soi-même est contraire à la responsabilité personnelle que le stoïcisme valorise tant. L'envie destructrice est particulièrement dangereuse dans les relations proches. Les amis envieux découragent subtilement. Vos rêves, les partenaires envieux n'apprécient pas votre croissance professionnelle. Les membres de la famille envieux critiquent vos choix de vie. Ces relations toxiques empêchent leur épanouissement et contredisent l'idéal stoïcien de l'amitié basé sur la vertu mutuelle. Cléante, le successeur de Zénon dans l'école stoïcienne, a souligné que nous devons vivre en harmonie avec la nature universelle. L'envie est contraire à cette harmonie parce qu'elle crée des divisions là où il devrait y avoir de la coopération. C'est un poison qui contamine non seulement l'individu, mais tout le tissu social. Restez à l'écart. Des envieux, ils transforment leur réalisation en motif de ressentiment, leur bonheur en objet de dépit. Recherchez des gens qui se réjouissent vraiment de leur succès, qui célèbrent leur victoire comme si elles étaient les leurs. Comme l'a dit Sénèque, aucun homme ne peut vivre heureux s'il ne regarde que lui-même, s'il fait de tout une question d'utilité. 4. Une cupidité exagérée. La cupidité exagérée est la soif inextinguible de plus. Plus d'argent, plus de possession, plus de pouvoir, plus de reconnaissance. C'est l'addiction de ne jamais être satisfait, de vouloir toujours accumuler plus que nécessaire, souvent au détriment des autres. Cette compulsion à accumuler est diamétralement opposée à l'idéal stoïcien de modération et de contentement avec assez. Les stoïciens ne condamnaient pas la richesse en soi, mais la dépendance psychologique à son égard. Sénèque, bien,
que l'un des hommes les plus riches de Rome a beaucoup écrit sur les dangers de la cupidité. Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais l'homme qui désire plus, celui qui est pauvre, observe-t-il. La vraie richesse, selon le stoïcisme, réside dans l'autosuffisance intérieure et non dans l'accumulation externe. Remarquez comment les gens avides sont toujours insatisfaits, ils veulent toujours plus. Ils atteignent un objectif financier pour s'en fixer immédiatement un plus élevé. Ils achètent une maison plus grande juste pour vouloir un manoir. Cette faim insatiable révèle une pauvreté spirituelle qu'aucune richesse matérielle ne peut combler. La cupidité exagérée se manifeste dans la volonté de sacrifier des valeurs plus importantes, la santé, les relations, l'intégrité, au nom du gain matériel. La personne cupide travaille des heures excessives, néglige la famille, compromet les principes éthiques, tout cela pour accumuler davantage. Ce renversement des priorités contredit la hiérarchie stoïcienne des valeurs, où la vertu doit toujours prévaloir sur les avantages extérieurs. Les stoïciens pratiquaient régulièrement des exercices de privation volontaire pour leur rappeler que le bonheur ne dépend pas du confort matériel. Marc Aurèle, bien qu'il soit empereur, dormait parfois sur le sol dur et mangeait des aliments simples. L'avide, quant à lui, craint la moindre privation, devenant esclave de ses propres désirs. Ne faites pas confiance à ceux qui placent les profits au-dessus de tout. Ne respectez pas ceux qui mesurent la valeur des gens par la taille de leur compte bancaire. La cupidité révèle une vision déformée de la réalité, où la valeur des choses est confondue avec leur prix. Comme l'a dit Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grands biens, mais à avoir peu de besoins. La cupidité exagérée s'accompagne souvent de la cupidité, c'est-à-dire de la réticence à partager ou à utiliser ce que l'on a déjà. Notons le paradoxe de l'avide. Accumuler de manière obsessionnelle des ressources qu'il n'utilise pas, se privant lui-même et les autres des avantages que ces ressources pourraient apporter. Cette contradiction révèle l'irrationalité fondamentale de ce vice. Les stoïciens comprenaient que nous faisons partie d'une communauté humaine universelle avec des responsabilités mutuelles. La cupidité ignore cette interdépendance, promouvant un individualisme prédateur où le succès personnel est recherché au détriment du bien commun. Cette mentalité du chacun pour soi est contraire à la cosmopole stoïcienne, la ville-monde où chacun est un concitoyen. La personne cupide vit dans une angoisse constante, peur de perdre ce qu'elle a, peur de ne pas obtenir ce qu'elle veut, peur que les autres lui enlèvent sa part. Cette agitation mentale empêche la tranquillité ataraxie que les stoïciens considéraient comme essentielle au bonheur. Comment quelqu'un peut-il trouver la paix alors qu'il n'est jamais satisfait de ce qu'il a? Remarquez comment la cupidité déforme la perception du besoin. L'avide confond les désirs avec les besoins, le luxe avec l'essentiel. Cette confusion conduit à une vie d'excès et de gaspillage, contrairement à la simplicité volontaire pratiquée par les stoïciens. Musonius Rufus, l'enseignant d'Épictète, a enseigné que nous devrions nous contenter d'une nourriture simple, de vêtements de base et d'un abri adéquat. Tout le reste est superflu. L'avidité exagérée se manifeste également dans l'incapacité d'apprécier le moment présent. La personne cupide projette toujours un avenir dans lequel elle aura assez pour être enfin heureuse. Un avenir qui ne vient jamais, car la définition de assez change constamment. Cette fixation sur l'avenir contredit le conseil stoïcien de vivre dans le présent le seul temps qui nous appartient vraiment. Zénon de Citium, fondateur du stoïcisme, vivait avec une extrême simplicité malgré sa renommée de philosophe. Ses disciples ont appris par l'exemple que la vraie richesse réside dans la sagesse et la vertu, et non dans les possessions matérielles. La personne cupide, quant à elle, enseigne par son comportement qu'on n'en a jamais assez, une leçon qui perpétue l'insatisfaction et la souffrance. Restez à l'écart des gourmands. Ils sacrifieront leur bien-être, leurs principes et même leur amitié sur l'autel du gain.
Cherchez des gens qui accordent suffisamment de valeur à l'excès, qui pratiquent la générosité plutôt que l'accumulation, qui trouvent la richesse dans les relations humaines et pas seulement dans les biens matériels. 5. Manque de respect intentionnel. Le manque de respect intentionnel est l'attitude délibérée qui consiste à diminuer la valeur et la dignité des autres. Ce n'est pas une erreur momentanée ou un échec de perception, c'est le choix conscient de traiter les gens comme inférieurs, d'ignorer leurs droits, leurs sentiments et leurs besoins. Cette position arrogante est totalement contraire au principe stoïcien du respect de la dignité inhérente à tous les êtres humains en tant que créatures rationnelles. Les stoïciens ont été les pionniers de l'idée de l'égalité fondamentale entre tous les êtres humains. Sénèque a écrit « Nous sommes membres d'un grand corps. La nature nous a fait parents lorsqu'elle nous a créés à partir de la même matière et dans les mêmes buts. » Le manque de respect intentionnel nie cette vérité fondamentale, créant des hiérarchies artificielles basées sur le pouvoir, le statut social, la richesse ou d'autres caractéristiques superficielles. Remarquez comment les gens irrespectueux n'interrompent constamment les autres, parlent exagérément, ignorent les opinions différentes. Ces comportements apparemment anodins révèlent une profonde arrogance. La croyance que votre temps, vos paroles et vos pensées sont plus importants que ceux des autres. Cette attitude contredit directement l'humilité intellectuelle cultivée par les stoïciens. Le manque de respect intentionnel se manifeste par l'utilisation d'un langage désobligeant, de surnoms offensants, de blagues aux dépens des autres. La personne irrespectueuse déguise sa cruauté en humour, mais en réalité, elle affirme sa supériorité supposée en rabaissant les autres. Cette communication toxique empoisonne les relations et crée des environnements hostiles dans lesquels personne ne peut vraiment s'épanouir. Les stoïciens valorisaient l'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre le point de vue des autres. Marc Aurèle conseillait « Lorsque vous êtes perturbé par l'absence de quelqu'un, pensez à la façon dont vous vous comportez souvent, et alors tu seras plus gentil avec ceux qui commettent des erreurs. » L'irrespectueux, cependant, est incapable de cette réflexion empathique, ne voyant que ses propres besoins et désirs comme légitimes. Ne faites pas confiance à ceux qui traitent vos subordonnés avec dédain. Ne respectez pas ceux qui manquent délibérément de respect aux autres. Le manque de respect intentionnel révèle un caractère mesquin, incapable de reconnaître la valeur intrinsèque de chaque être humain. Comme l'a dit Épictète, souvenez-vous que vous êtes acteur d'un drame choisi par le metteur en scène. Dans ce drame universel, personne n'est figurant, chacun est le protagoniste de sa propre vie. Le manque de respect intentionnel se cache souvent derrière des justifications telles que la sincérité brutale ou le fait de dire les choses telles qu'elles sont. La personne irrespectueuse confond l'honnêteté avec l'impolitesse, la franchise avec la cruauté. Les stoïciens appréciaient la vérité, mais comprenaient qu'elle devait être communiquée avec tact et bienveillance, visant le bien de l'autre et non son humiliation. Remarquez comment le manque de respect se manifeste par la violation constante des limites personnelles. La personne irrespectueuse ignore le nom des autres, envahit leur espace physique et émotionnel, ignore leurs préférences exprimées. Ce mépris pour les limites des autres révèle une vision instrumentale des gens, comme des moyens pour atteindre leurs fins, et non comme des fins en soi. Les stoïciens comprenaient que la vraie liberté inclut la responsabilité de respecter la liberté d'autrui. Héroclès, le philosophe stoïcien, a décrit des cercles concentriques d'intérêt, commençant par le moi et s'étendant à la famille, aux amis, aux concitoyens et finalement à toute l'humanité. L'irrespectueux, quant à lui, est piégé dans le cercle le plus intime, incapable d'élargir sa considération morale pour inclure les autres. Le manque de respect intentionnel se manifeste également dans le refus de reconnaître le mérite des autres. La personne irrespectueuse s'attribue le mérite du travail des autres, minimise leurs contributions, ignore leurs efforts.
Cette attitude mesquine est en contradiction avec la justice, l'une des vertus cardinales du stoïcisme qui exige de donner à chacun ce à quoi il a droit, y compris la reconnaissance et l'appréciation. Remarquez comment les personnes irrespectueuses ont souvent deux poids, deux mesures. Elles exigent un traitement privilégié pour elles-mêmes, tout en refusant la considération élémentaire aux autres. Cette hypocrisie morale révèle un défaut de caractère fondamental. Les stoïciens valorisaient la cohérence entre les principes et les actions. Ce qui est bon pour l'un doit être bon pour tous. Le manque de respect intentionnel est particulièrement destructeur dans les positions d'autorité. Les leaders irrespectueux créent des cultures de peur et de ressentiment, où la créativité est étouffée et où une véritable collaboration est impossible. Ce leadership toxique contredit l'idéal stoïcien du dirigeant philosophe qui sert le bien commun et non son propre ego. Musonius Rufus, un important philosophe stoïcien, a souligné que l'homme et la femme ont la même capacité de vertu. Cette vision était révolutionnaire en son temps et est toujours d'actualité aujourd'hui. Le manque de respect basé sur le sexe, la race, la classe sociale ou d'autres caractéristiques est fondamentalement anti-stoïcien, car il nie l'égalité essentielle de tous les êtres rationnels. Éloignez-vous des personnes qui sont intentionnellement irrespectueuses. Ils érodent leur estime de soi, sapent leur confiance et déforment leur perception de ce qui est un traitement acceptable. Ils recherchent ceux qui pratiquent le respect authentique, non pas comme une formalité vide, mais comme une véritable reconnaissance de la dignité inhérente à chaque être humain. 6. Hypersensibilité émotionnelle. L'hypersensibilité émotionnelle est l'incapacité chronique à faire face aux revers, aux critiques ou aux défis sans réaction disproportionnée. Il ne s'agit pas d'une sensibilité empathique ou d'une conscience émotionnelle, des qualités positives, mais d'une fragilité excessive qui transforme les petits revers en catastrophes personnelles. Cette instabilité émotionnelle est diamétralement opposée à l'idéal stoïcien de l'équanimité face aux circonstances. Les stoïciens ne prônent pas la suppression des émotions, comme beaucoup le croient à tort, mais leur gestion rationnelle. Épictète a enseigné, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. La personne hypersensible, cependant, est dominée par des réactions émotionnelles automatiques, incapable d'insérer l'espace réfléchissant entre le stimulus et la réponse qui caractérise la maturité émotionnelle. Remarquez comment les personnes hypersensibles interprètent les commentaires neutres ou même positifs comme des attaques personnelles. Une suggestion constructive est considérée comme une critique dévastatrice, un désaccord respectueux comme un rejet pur et simple. Cette distorsion perceptuelle révèle une profonde insécurité que les stoïciens s'efforceraient de surmonter par la connaissance de soi et l'acceptation de soi. L'hypersensibilité émotionnelle se manifeste par des explosions de colère, des épisodes de pleurs, des périodes prolongées de douleur pour des offenses minimes ou imaginaires. La personne hypersensible vit dans une tourmente intérieure constante, incapable de maintenir la sérénité que les stoïciens considéraient comme essentielle pour le jugement juste et l'action vertueuse. Les stoïciens pratiquaient des exercices mentaux quotidiens pour renforcer leur résilience émotionnelle. Marc Aurèle conseillait « Le matin, dis-toi, aujourd'hui, je rencontrerai des gens occupés, ingrats, arrogants, malhonnêtes, envieux et antisociaux. » Cette préméditation, des mots « praemeditatio malorum » préparait l'esprit à affronter l'adversité sans se laisser dominer par elle. L'hypersensible, quant à lui, est constamment surpris par les revers prévisibles. Ne faites confiance à personne qui transformera toute critique en un drame personnel. Ne respectez pas ceux qui utilisent des explosions émotionnelles pour manipuler les situations. L'hypersensibilité révèle une immaturité fondamentale, l'incapacité à séparer ce qui est sous notre contrôle, nos réactions, de ce qui ne l'est pas, les actions et les opinions des autres. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas les gens qui sont dérangés par les choses, mais par la vision qu'ils en ont.
L'hypersensibilité émotionnelle s'accompagne souvent d'une victimisation chronique. La personne hypersensible est constamment la cible d'injustices, de complots ou de persécutions. Ce schéma mental contredit le principe stoïcien de la responsabilité personnelle. La compréhension que nous sommes responsables de nos réactions, même lorsque nous ne sommes pas responsables de nos circonstances. Remarquez comment l'hypersensibilité crée un environnement toxique autour de la personne. Les amis, la famille et les collègues commencent à marcher sur des œufs, mesurant chaque mot de peur de provoquer une réaction disproportionnée. Cette atmosphère de tension constante empêche la communication honnête et la croissance mutuelle qui caractérise les relations saines. Les stoïciens appréciaient la capacité de recevoir des commentaires sans se mettre sur la défensive. Sénèque a écrit « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité parce qu'il n'a pas eu l'occasion de faire ses preuves. » La personne hypersensible, cependant, évite systématiquement les situations difficiles, se privant des opportunités de croissance qui découlent de la confrontation avec des limites et des échecs. L'hypersensibilité émotionnelle se manifeste également par l'incapacité à pardonner. La personne hypersensible garde rancune pendant des années, ruminant sur les infractions passées comme si elles avaient eu lieu hier. Cette fixation sur le passé contredit le conseil stoïcien de vivre dans le présent, d'accepter ce qui ne peut pas être changé et de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle maintenant. Remarquez comment les personnes hypersensibles utilisent souvent leurs émotions pour contrôler les autres. Leur réaction excessive fonctionne comme une punition pour ceux qui osent être en désaccord ou critiquer, créant un modèle de relation basé sur la peur et non sur le respect mutuel. Cette manipulation émotionnelle est contraire à l'honnêteté et à la transparence que les stoïciens appréciaient. L'hypersensibilité émotionnelle est particulièrement destructrice dans les environnements qui nécessitent une collaboration et une rétroaction constante. Au travail, en famille ou dans des projets communautaires, la personne hypersensible entrave le progrès collectif en transformant des discussions productives en drames personnels. Cette priorité accordée au confort émotionnel individuel plutôt qu'au bien commun contredit l'orientation sociale du stoïcisme. Cléante, le successeur de Zénon dans l'école stoïcienne, a comparé la philosophie à un œuf, la coquille. Extérieure est la logique, la coquille transparente est l'éthique, et le jaune est la physique, l'étude de la nature. L'hypersensibilité émotionnelle compromet tous ces aspects. Elle déforme la logique avec des interprétations irrationnelles, entrave l'éthique avec des réactions disproportionnées, et nie la nature en rejetant la réalité des limites humaines. Éloignez-vous des personnes souffrant d'hypersensibilité chronique. Ils drainent votre énergie, limitent votre expression honnête et empêchent le type de communication directe qui favorise la croissance mutuelle. Recherchez ceux qui combinent une sensibilité authentique avec une résilience émotionnelle, capable de ressentir profondément sans perdre leur équilibre intérieur. 7. Malhonnêteté récurrente. La malhonnêteté récurrente est le modèle systématique de mensonges, de tricherie et de déformation de la vérité. Il ne s'agit pas d'un mensonge blanc, occasionnel ou d'omission pleine de tact, mais d'une volonté habituelle de falsifier la réalité pour son propre bénéfice. Cette tendance au mensonge contredit directement l'engagement stoïcien envers la vérité comme fondement d'une vie vertueuse et rationnelle. Les stoïciens considéraient l'honnêteté non seulement comme une vertu sociale, mais aussi comme une nécessité psychologique. Sénèque a observé « La première punition du coupable est qu'aucun coupable ne soit absous par lui-même. » La personne malhonnête vit dans une dissonance interne constante, sachant que sa présentation extérieure ne correspond pas à la réalité. Cette division entre l'apparence et l'essence empêche l'intégrité personnelle que les stoïciens valorisaient par-dessus tout. Remarquez comment les gens malhonnêtes se contredisent souvent, oubliant quels mensonges ils ont racontés à qui.
Cette incohérence narrative révèle la fragilité fondamentale de la malhonnêteté. La vérité est cohérente par nature, tandis que le mensonge exige un effort constant pour être maintenu. Comme l'a dit Marc Aurèle, comme il est plus facile de ne dire que la vérité, et ainsi de ne pas avoir à se souvenir de ce que vous avez dit. La malhonnêteté récurrente se manifeste par des promesses vides, des exagérations constantes, des histoires fabriquées de toutes pièces et la manipulation délibérée des faits pour créer de fausses impressions. La personne malhonnête vit dans un monde d'illusions qu'elle crée elle-même, s'éloignant de plus en plus de la réalité objective que le stoïcisme nous apprend à accepter et à affronter. Les stoïciens comprenaient que la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, est préférable à l'illusion confortable. Épictète conseillait à ses étudiants de préférer être vaincus en disant la vérité que de gagner par des mensonges. La personne malhonnête, cependant, préfère le succès illusoire, basé sur des mensonges, à l'intégrité qui vient de faire face à la réalité telle qu'elle est. Ne faites pas confiance à ceux qui ont une relation occasionnelle avec la vérité. Ne respectez pas ceux qui déforment délibérément les faits pour manipuler les perceptions. La malhonnêteté récurrente révèle une faiblesse fondamentale du caractère, l'incapacité à faire face aux conséquences de ses actions et de ses décisions. Comme l'a dit Zénon, il vaut mieux trébucher avec ses pieds qu'avec sa langue. La malhonnêteté commence souvent à petite échelle et grandit avec le temps. Les mensonges inoffensifs deviennent des inventions élaborées. Les omissions commodes deviennent des distorsions délibérées. Cette pente glissante illustre le principe stoïcien selon lequel le caractère se forme par des habitudes cohérentes. Et chaque petite malhonnêteté affaiblit l'intégrité personnelle et facilite le mensonge suivant. Remarquez comment la malhonnêteté récurrente érode la confiance, la ressource la plus précieuse dans toute relation. Une fois que quelqu'un est pris dans des mensonges répétés, chaque déclaration future est accueillie avec scepticisme. Cette érosion de la crédibilité est presque impossible à inverser complètement. Comme l'a observé Cicéron, influencé par le stoïcisme, celui qui a déjà été pris en flagrant délit de mensonge n'est pas cru même lorsqu'il dit la vérité. Les stoïciens appréciaient la parésia, une franchise courageuse, une volonté de dire les vérités nécessaires, même lorsqu'elles étaient gênantes. La personne malhonnête, en revanche, choisit la voie de l'apparente facilité, évitant les confrontations nécessaires et les responsabilités inconfortables par le mensonge. Cette lâcheté morale est contraire au courage que les stoïciens considéraient comme essentiel à une vie vertueuse. La malhonnêteté récurrente se révèle également dans la tendance à créer de faux récits sur soi-même, exagérer les réalisations, inventer des références, fabriquer des expériences. Cette autofiction révèle une profonde insécurité et une déconnexion avec la valeur intrinsèque que les stoïciens croyaient que chaque être humain possède en tant que créature rationnelle. Remarquez comment les personnes chroniquement malhonnêtes accusent souvent les autres de mentir. Cette projection psychologique, attribuer ses propres défauts aux autres, révèle une conscience troublée qui est incapable de faire face à son propre mensonge. Les stoïciens pratiquaient un examen de conscience rigoureux, faisant face à leurs défauts avec une honnêteté impitoyable. Les malhonnêtes, cependant, fuient cette confrontation intérieure. La malhonnêteté récurrente est particulièrement destructrice dans les postes de direction. Les leaders malhonnêtes créent des cultures organisationnelles toxiques où la vérité est supprimée et la réalité est déformée pour sauver les apparences. Cette falsification systématique contredit l'idéal stoïcien du leader comme modèle d'intégrité, dont l'autorité ne découle pas du pouvoir, mais du caractère. Musonius Rufus a souligné que la philosophie ne consiste pas en des paroles éloquentes, mais en des actions cohérentes. Il vaut mieux, disait-il, faire le bien que de dire du bien de la vertu. La personne chroniquement malhonnête crée un fossé fatal entre les paroles et les actes,
entre l'apparence et la réalité, rendant impossible l'authenticité que les stoïciens considéraient comme essentielle au vrai bonheur. Éloignez-vous des personnes qui sont habituellement malhonnêtes. Ils déforment votre perception de la réalité, abusent de votre confiance et finissent par vous envelopper dans leur toile de mensonges. Cherchez ceux qui valorisent la vérité même quand elle est gênante, qui assument la responsabilité de leurs erreurs, qui ont le courage d'être authentiques dans un monde qui récompense souvent les apparences plutôt que la substance. 8. Hostilité gratuite. L'hostilité gratuite est la tendance à réagir avec une agressivité disproportionnée et injustifiée. Ce n'est pas une juste colère contre une injustice réelle, mais la disposition habituelle à l'animosité sans provocation appropriée. Cette propension à l'hostilité contredit directement l'idéal stoïcien de bienveillance universelle et de maîtrise de soi émotionnelle. Les stoïciens ne condamnaient pas toutes les formes de colère, mais ils faisaient soigneusement la distinction entre l'indignation rationnelle face au mal et l'irritabilité chronique qui découle d'attentes irréalistes. Sénèque, dans son traité de la rage, a écrit « Aucune peste n'a coûté cher à l'humanité ». La personne chroniquement hostile vit dans un état constant de trouble intérieur, incapable d'atteindre la tranquillité, ataraxie, que les stoïciens considéraient comme essentielle pour un jugement juste. Remarquez comment des personnes gratuitement hostiles interprètent des actions neutres ou même amicales comme des provocations. Un commentaire désinvolte est perçu comme une insulte, une question innocente comme un défi, un désaccord respectueux comme une attaque personnelle. Cette distorsion perceptuelle révèle une profonde insécurité que les stoïciens s'efforceraient de surmonter par l'autoréflexion et la maîtrise de soi. L'hostilité gratuite se manifeste par des explosions verbales, des commentaires tranchants, des sarcasmes cruels et la tendance à transformer de petits désaccords en grands conflits. L'homme hostile est toujours prêt à se battre, incapable de faire la distinction entre les menaces réelles et imaginaires. Cette hypervigilance contredit le discernement, phronésis, que les stoïciens considéraient comme la vertu intellectuelle par excellence. Les stoïciens pratiquaient des exercices mentaux quotidiens pour cultiver le calme intérieur. Marc Aurèle conseillait « Quand tu te réveilles le matin, dis-toi, aujourd'hui, je trouverai des gens occupés, ingrats, arrogants, malhonnêtes, envieux et colériques. » Cette préméditation des mots, praemeditatio malorum, préparait l'esprit à affronter les provocations sans se laisser dominer par la colère. La personne chroniquement hostile, cependant, nourrit activement son ressentiment, transformant de petites irritations en offenses majeures. Ne faites pas confiance à ceux qui exploitent pour des raisons triviales. Ne respectez pas ceux qui traitent les autres avec une agression injustifiée. L'hostilité gratuite révèle une faiblesse fondamentale du caractère, l'incapacité de contrôler ses propres émotions. Comme l'a dit Épictète, celui qui peut t'irriter devient ton maître. Cela ne peut que vous irriter lorsque vous le permettez de se produire. L'hostilité gratuite masque souvent des insécurités profondément enracinées. La personne hostile utilise l'agression comme un bouclier protecteur, en gardant les autres à distance pour éviter la vulnérabilité. Cette stratégie défensive contredit le principe stoïcien selon lequel la véritable force réside dans l'ouverture au monde et non dans l'isolement défensif. Comme l'a souligné Sénèque, la conscience d'une vie bien vécue et le souvenir de nombreuses bonnes actions sont la plus grande source de bonheur. Remarquez comment l'hostilité chronique crée un environnement toxique autour de la personne. Les membres de la famille marchent sur des œufs, les collègues évitent les interactions, les amitiés s'effondrent. Cette atmosphère de tension constante empêche l'eudémonie, la vie florissante que les stoïciens considéraient comme le but ultime de l'existence humaine. Les stoïciens appréciaient la capacité de répondre aux provocations avec calme et dignité. Épictète demanda « Si quelqu'un te donnait le corps de quelqu'un d'autre, seriez-vous en colère ? Alors pourquoi se mettre en colère quand quelqu'un vous donne l'esprit de quelqu'un d'autre, par des insultes ?»
La personne chroniquement hostile, cependant, permet à son bien-être d'être constamment détournée par les paroles et les actions des autres. L'hostilité gratuite se révèle également dans la tendance à garder rancune pendant de longues périodes. La personne hostile cultive des ressentiments comme d'autres cultivent des jardins, les arrosant quotidiennement de ruminations amères. Cette fixation sur le passé contredit le conseil stoïcien de vivre dans le présent, d'accepter ce qui ne peut pas être changé et de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, maintenant. Remarquez comment des personnes gratuitement hostiles justifient souvent leur agression par une honnêteté brutale ou une authenticité. Cette rationalisation révèle une faille fondamentale dans la compréhension. La confusion entre la franchise et la cruauté, entre l'expression authentique et l'absence de contrôle émotionnel. Les stoïciens appréciaient l'honnêteté, mais ils comprenaient qu'elle devait être tempérée par la bienveillance et le respect. L'hostilité gratuite est particulièrement destructrice dans les positions d'autorité. Les dirigeants hostiles créent des cultures de peur et de ressentiment, où la créativité est étouffée et où une véritable collaboration est impossible. Ce leadership toxique contredit l'idéal stoïcien du philosophe dirigeant qui sert le bien commun avec équanimité et justice. Cléante, le successeur de Zénon dans l'école stoïcienne, était connu pour sa patience et sa douceur extraordinaire, même face à la provocation. Cette capacité à rester calme sous pression n'était pas considérée comme une faiblesse, mais comme une manifestation de la vraie force. La maîtrise de soi qui permet de répondre aux situations avec sagesse et non avec une réactivité impulsive. Restez à l'écart des personnes gratuitement hostiles. Ils empoisonnent l'environnement qui vous entoure, drainent votre énergie et finissent par vous infecter avec leur propre amertume. Cherchez ceux qui répondent aux difficultés avec équanimité, qui expriment leur désaccord avec respect, qui gardent la dignité même lorsqu'ils sont provoqués. Comme l'a dit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. 9. Égoïsme excessif. L'égoïsme excessif est une préoccupation pathologique pour ses propres intérêts, désirs et besoins, avec un mépris systématique pour le bien-être des autres. Ce n'est pas l'amour de soi sain que les stoïciens considéraient comme nécessaire, mais un égocentrisme qui déforme la perception de la réalité et empêche les relations authentiques. Cette fixation sur le soi contredit directement l'orientation sociale du stoïcisme et son idéal de justice en tant que vertu fondamentale. Les stoïciens comprenaient l'être humain comme étant intrinsèquement social, destiné par nature à vivre en communauté. Héraclès, le philosophe stoïcien, a décrit des cercles concentriques d'intérêt, commençant par le moi et s'étendant à la famille, aux amis, aux concitoyens et, finalement, à toute l'humanité. Le véritable progrès moral, selon ce point de vue, consiste à rapprocher ces cercles et non à rester figé au centre. La personne excessivement égoïste, cependant, est incapable de cette expansion de la préoccupation morale. Remarquez comment les gens égoïstes pathologiquement transforment toute conversation en quelque chose sur eux-mêmes. Un ami mentionne un accomplissement et qu'il rapporte immédiatement qu'il a fait quelque chose de plus grand. Quelqu'un partage un problème et répond par une histoire de souffrance plus intense. Cette incapacité à écouter véritablement révèle un défaut fondamental de l'empathie que les stoïciens s'efforceraient de corriger par la pratique délibérée de la considération pour les autres. L'égoïsme excessif se manifeste dans la tendance à prendre plus que ce qui est donné dans n'importe quelle relation. La personne égoïste s'attend à un soutien constant, mais l'offre rarement. Elle exige de la compréhension, mais elle la démontre rarement. Il recherche l'attention, mais l'accorde rarement. Ce déséquilibre chronique contredit le principe stoïcien de réciprocité dans les relations humaines. La compréhension que la véritable amitié est basée sur la vertu mutuelle et non sur l'utilité unilatérale.
Les stoïciens pratiquaient des exercices quotidiens pour élargir leur conscience sociale. Marc Aurèle se rappela: nous étions faits l'un pour l'autre, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées de dents, supérieures et inférieures. Agir les uns contre les autres est contraire à la nature. La personne trop égoïste, cependant, voit les autres principalement comme des instruments pour ses propres fins, et non comme des fins en soi. Ne faites pas confiance à ceux qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ne respectez pas ceux qui privilégient constamment leur confort plutôt que les besoins légitimes des autres. L'égoïsme pathologique révèle une compréhension déformée de la réalité humaine. La fausse croyance que le bonheur peut être atteint dans l'isolement, sans égard pour le bien commun. Comme l'a dit Sénèque, aucun homme ne peut vivre heureux s'il ne regarde que lui-même, s'il fait de tout une question d'utilité. L'égoïsme excessif est souvent déguisé en autopréservation légitime ou en soins personnels nécessaires. La personne égoïste rationalise son mépris pour les autres comme se fixant des limites saines ou se donnant la priorité. Cette distorsion révèle une faille fondamentale dans le discernement. L'incapacité à faire la distinction entre le véritable soin de soi que les stoïciens appréciaient et l'auto-indulgence qu'ils critiquaient. Remarquez comment l'égoïsme pathologique crée un paradoxe existentiel. Plus une personne se concentre exclusivement sur son propre bonheur, moins elle devient capable de l'atteindre. Les stoïciens comprenaient que l'eudémonie, la vie florissante, dépend de l'expansion au-delà du moi étroit, de la culture de vertu qui nous relie aux autres. La personne trop égoïste, cependant, reste piégée dans une poursuite autodestructrice de la satisfaction par l'égocentrisme. Les stoïciens valorisaient l'oikeiosis, le processus naturel par lequel nous élargissons notre cercle d'intérêt pour inclure les autres. Cicéron, influencé par le stoïcisme, écrivait « Nous ne sommes pas nés seulement pour nous-mêmes. Notre pays, nos parents, nos amis, ils ont tous un rôle à jouer en nous. » L'égoïste pathologique, cependant, résiste à ce mouvement naturel d'expansion, restant figé dans une vision atomistique de l'existence humaine. L'égoïsme excessif se manifeste également dans l'incapacité de ressentir une véritable gratitude. L'égoïste considère les avantages reçus comme des dus et non comme des cadeaux. Cette attitude de dignité contredit la pratique stoïcienne de la gratitude quotidienne, la reconnaissance qu'une grande partie de ce que nous avons et de ce que nous sommes est due à des facteurs hors de notre contrôle, y compris les efforts et les sacrifices de beaucoup d'autres. Remarquez comment les personnes trop égoïstes se victimisent souvent lorsqu'elles ne reçoivent pas de traitement de faveur. Cette tendance à s'apitoyer sur soi-même révèle une attente fondamentalement irrationnelle, la croyance que le monde devrait être organisé autour de ses préférences. Les stoïciens, d'autre part, ont accepté la réalité que nous ne sommes qu'une petite partie d'un vaste cosmos, ni plus ni moins important que tout autre être rationnel. L'égoïsme pathologique est particulièrement destructeur dans les relations intimes. Les couples égoïstes épuisent leurs ressources affectives sans réciprocité, exigent un engagement sans l'offrir, attendent la fidélité sans la pratiquer. Cette asymétrie chronique contredit l'idéal stoïcien de la philia, l'amitié basée sur la vertu mutuelle et non sur l'exploitation unilatérale. Panès de Rhodes, un important philosophe stoïcien, a souligné que la justice n'est pas seulement une vertu abstraite, mais une pratique concrète consistant à donner à chacun ce qui lui est dû. L'égoïsme excessif viole ce principe fondamental en donnant systématiquement la priorité à ses propres intérêts, même si cela signifie refuser aux autres ce qui leur revient de droit, qu'il s'agisse d'attention, de respect, de considération ou de ressources matérielles. Éloignez-vous des personnes pathologiquement égoïstes. Ils ne le verront que comme un moyen d'arriver à leur fin, jamais comme un partenaire dans une entreprise commune. Recherchez ceux qui comprennent que nous sommes tous interconnectés, qui pratiquent la considération pour les autres, non pas comme un sacrifice, mais comme une expression de notre nature véritablement humaine.
Comme l'a dit Épictète, quelle est l'essence de Dieu? Viande? Bien sûr que non. Terre? Bien sûr que non. Renommée? Bien sûr que non. C'est l'intelligence, la connaissance, la raison juste. C'est donc dans ceci que cherche simplement l'essence de ton bien. Dix. Une déloyauté calculée. La déloyauté calculée est la trahison délibérée de la confiance pour l'intérêt personnel. Il ne s'agit pas d'une erreur momentanée ou d'un échec impulsif, mais d'une stratégie consciente d'exploiter les liens de confiance lorsque cela les arrange et de les abandonner lorsqu'ils ne servent plus l'intérêt personnel. Cette manipulation froide des liens humains contredit directement la valeur stoïcienne de la fidélité en tant qu'expression de la justice et de l'intégrité personnelle. Les stoïciens considéraient la loyauté non seulement comme une vertu sociale, mais comme une manifestation de la raison droite. Cicéron, profondément influencé par le stoïcisme, écrivait « Le fondement de la justice est la bonne foi, c'est-à-dire la constance et la vérité en parole et en engagement. » La personne déloyale calculée viole ce fondement en créant un écart fatal entre les engagements exprimés et les intentions réelles. Cette division interne entrave l'intégrité personnelle que les stoïciens valorisaient par-dessus tout. Remarquez comment les personnes déloyales cultivent avec calcul de multiples alliances contradictoires. Ils promettent l'exclusivité à différents groupes, ils parlent mal de chaque ami aux autres, ils changent de camp selon la convenance du moment. Cette incohérence révèle non seulement la malhonnêteté envers les autres, mais aussi une incohérence interne que les stoïciens trouveraient profondément troublante pour l'âme. La déloyauté calculée se manifeste dans la facilité avec laquelle certaines personnes abandonnent les relations à long terme lorsque des options plus avantageuses se présentent. Les amitiés de longue date sont écartées pour des relations plus influentes. Des partenaires dévoués sont échangés contre des alternatives plus attrayantes. Des mentors qui ont investi du temps et de l'énergie sont oubliés après avoir atteint leur objectif. Cette instrumentalisation des relations humaines contredit la vision stoïcienne de l'amitié comme un bien en soi, et pas seulement comme un moyen d'atteindre d'autres fins. Les stoïciens comprenaient que la véritable loyauté n'est pas aveugle ou irrationnelle, mais qu'elle est basée sur des principes. Épictète a enseigné que nous devons d'abord être fidèles à la vérité et à la vertu, et que la véritable amitié ne peut exister qu'entre des personnes engagées dans le bien. La personne déloyale calculée, cependant, n'est loyale qu'à son propre intérêt, changeant d'allégeance et trahissant les fiducies sans hésitation quand cela l'arrange. Ne faites pas confiance à ceux qui ont délibérément trahi la confiance des autres. Ne respectez pas ceux qui traitent les engagements et les promesses comme de simples tactiques temporaires. La déloyauté calculée révèle un caractère fondamentalement corrompu. La volonté d'utiliser les gens comme des outils jetables. Comme l'a dit Sénèque, faites entièrement confiance à quelques-uns, méfiez-vous de tous. La déloyauté calculée est souvent déguisée en pragmatisme ou en adaptabilité. La personne déloyale rationalise ses trahisons comme des décisions stratégiques ou des ajustements nécessaires à de nouvelles circonstances. Cette distorsion révèle une faille fondamentale dans la compréhension, l'incapacité à faire la distinction entre la flexibilité légitime que les stoïciens appréciaient et l'opportunisme sans principe qu'ils condamnaient. Remarquez comment la déloyauté calculée crée un cycle d'isolement. Plus une personne trahit sa confiance, moins les gens lui font confiance, ce qui conduit à des relations de plus en plus superficielles et instrumentales. Les stoïciens comprenaient que la confiance mutuelle est le fondement de la communauté humaine. La personne déloyale calculée, cependant, érode cette base, créant un monde dans lequel tout le monde est un prédateur ou une proie potentielle. Les stoïciens valorisaient la constance du caractère, la cohérence entre les principes et les actions à travers le temps et les circonstances.
Marc Aurèle aspirait à être comme un rocher contre lequel les vagues se brisent constamment, mais la fureur des eaux qui l'entourent reste ferme et calme. La personne déloyale calculée, d'autre part, est comme un drapeau qui change de direction à chaque vent, sans centre ni substance propre. La déloyauté calculée se révèle également dans la tendance à dire du mal des absents, tout en se félicitant en leur présence. Cette duplicité contredit directement le conseil d'Épictète. Quand quelqu'un dit du mal de toi, ne te défends pas contre la calomnie, mais réponds: il ne connaît pas mes autres fautes, sinon il n'aurait pas mentionné que celle-ci. La personne véritablement loyale maintient la même attitude envers les autres, qu'ils soient présents ou non. Remarquez comment les gens déloyaux et calculés projettent souvent leur propre nature sur les autres, soupçonnant des trahisons partout. Cette paranoïa révèle une conscience troublée, incapable de concevoir la possibilité d'une loyauté véritable. Les stoïciens, quant à eux, pratiquaient le bénéfice du doute, la volonté d'interpréter les actions des autres de la manière la plus favorable et la plus cohérente avec les faits. La déloyauté calculée est particulièrement destructrice en temps de crise. Lorsque l'adversité arrive, juste au moment où la loyauté est le plus nécessaire, la personne déloyale calculée a déjà disparu, à la recherche d'alliances plus avantageuses. Cette défection contredit l'idéal stoïcien de la constance face aux difficultés, la capacité de tenir ses engagements même lorsqu'ils coûtent quelque chose. Panès de Rhodes a souligné que la société humaine est basée sur la confiance mutuelle. Sans elle, aucun contrat n'a de valeur, aucune promesse ne signifie rien, aucune communauté ne peut s'épanouir. La personne déloyale calculée contribue à l'érosion de cette confiance sociale, devenant ainsi un ennemi non seulement d'individus spécifiques, mais de la civilisation humaine elle-même. Éloignez-vous des personnes qui sont déloyales de manière calculée. Ils vous abandonneront au moment où vous en aurez le plus besoin, trahissant les confidences et rompant les promesses sans remords. Recherchez ceux qui font preuve de constance dans leur caractère, qui respectent leurs engagements, même lorsqu'ils sont gênants, qui restent fidèles aux principes et aux gens à travers les changements de circonstances. Comme l'a dit Marc Aurèle, vivez une bonne vie. S'il y a des dieux et qu'ils sont justes, alors ils ne se soucieront pas de votre dévouement, mais ils vous accueilleront pour avoir vécu une bonne vie. S'il y a des dieux, mais des dieux injustes, alors vous ne devriez pas vouloir les adorer. S'il n'y a pas de Dieu, alors tu seras parti, mais tu auras vécu une vie noble qui perdure dans tous les souvenirs de